N'entre jamais là. C'est la seule phrase que Renaud m'a répétée pendant 8 ans. 8 ans à regarder ce cadenas rouillé sur la porte de la cave. 8 ans à entendre le cliquetis métallique chaque fois qu'il descendait seul, dans le noir, avec cette clé qu'il gardait toujours sur lui. Hier soir, il a eu une crise cardiaque. Et ce matin, pendant que les médecins tentèrent de le stabiliser à l'hôpital, j'ai trouvé cette clé dans la poche de son pantalon. Je m'appelle Jeanne Giroux. J'ai 68 ans. Et voici ce que j'ai découvert en descendant ces marches que j'avais évitées toute ma vie de femme mariée. Il faut que je vous raconte depuis le début. Pas depuis hier. Depuis ce jour d'automne où tout a commencé à se fissurer sans que je le comprenne. C'était un dimanche après-midi. Le genre de dimanche où le soleil entre par les fenêtres du salon et éclaire la poussière qui danse dans l'air. Renaud lisait son journal. Moi, je préparais le thé. Nous avions notre routine, notre paix. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais laissé tomber une petite cuillère dans l'escalier de la cave. Une cuillère en argent que ma mère m'avait offerte pour notre mariage. Elle avait roulé jusqu'en bas des marches. « Je vais la chercher », avais-je dit en me dirigeant vers la porte. Renaud s'était levé d'un bond, comme si je venais d'annoncer que la maison brûlait. Non, sa voix était sèche, cassante, différente. « Mais c'est juste une cuillère, mon amour. Je descends la chercher. Toi, tu ne descends jamais là. Jamais, Jeanne. C'est compris ?» J'avais ri. Un rire nerveux. Celui qu'on a quand on ne comprend pas pourquoi quelqu'un réagit de façon si disproportionnée. Pourquoi? Il y a des souris? Des moisissures? Il avait posé sa main sur mon épaule. Une main froide, ferme. N'entre jamais là. Il avait dit ça en portugais, la langue de son enfance. Celle qu'il utilisait quand il était sérieux, quand il ne plaisantait pas. Puis il était descendu. J'avais entendu le bruit du cadenas qui s'ouvrait, le grincement de la porte, ses pas lourds sur le béton. Quand il est remonté, il tenait ma cuillère. Il me l'a rendue avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Voilà, ma chérie, plus de peur que de mal. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est installé entre nous. Quelque chose d'invisible, mais de palpable. Comme une troisième personne dans notre mariage, cette cave. Je me surprenais à la regarder, à observer le cadenas, à me demander ce qu'il pouvait bien cacher là-dessous pour réagir avec une telle violence. Des outils? Des affaires d'avant notre mariage? Des souvenirs qu'il voulait protéger? Ou autre chose? Nous vivions dans une belle maison à Versailles, une demeure bourgeoise que nous avions achetée grâce à l'héritage de mon père. Renaud travaillait dans l'import-export. Moi, j'avais été professeur de littérature avant de prendre ma retraite. Nous avions une vie confortable, respectable. Nous n'avions pas d'enfants. C'était mon plus grand regret. Mon corps n'avait jamais pu en porter. Renaud avait toujours dit que ce n'était pas grave, que nous nous suffisions l'un à l'autre. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jeanne. Je l'avais cru. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les années ont passé. Le cadenas est resté. Et moi, je me suis habituée à ne pas poser de questions. Renaud descendait à la cave une fois par semaine. Toujours le jeudi soir. Toujours après le dîner. Il prenait sa clé, ouvrait le cadenas et restait en bas pendant 1 heure. Parfois, 2. « Qu'est-ce que tu fais là-dessous » lui demandai-je parfois, d'un ton léger. « Je range. Je trie. Des vieilles paperasses. Je peux t'aider » ? « Non. C'est mon espace à moi. Chacun a besoin d'un endroit rien qu'à soi, non ? » Il avait raison, bien sûr. Nous avions tous besoin d'intimité, même dans un mariage. Alors, j'ai cessé de demander. Hier soir, nous dînions tranquillement. Une blanquette de veau, son plat préféré. Il avait bu un verre de vin rouge, peut-être 2. Il riait en me racontant une anecdote sur un de ses collègues. Et puis, d'un coup, son visage s'est figé. Renaud, il a porté la main à sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés. « Jeanne, Il est tombé. J'ai appelé les urgences. Ils sont arrivés en 15 minutes. Une éternité. Les pompiers l'ont emporté sur une civière. J'ai monté dans l'ambulance avec lui. Il me tenait la main, faiblement. « Pardon », a-t-il murmuré. Je n'ai pas compris. Ce matin, à l'hôpital, pendant qu'il dormait sous sédatif, j'ai fouillé dans ses affaires. Je cherchais son téléphone pour prévenir sa sœur. Et j'ai trouvé la clé. Une petite clé en laiton, attachée à un porte-clés en cuir usé. Mon cœur s'est mis à battre très fort, comme si cette clé pesait 100 kilos dans ma paume. Je suis rentrée à la maison en début d'après-midi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai marché jusqu'à la porte de la cave. J'ai regardé le cadenas. N'entre jamais là. Mais Renaud n'était pas là pour me l'interdire. Alors j'ai glissé la clé dans la serrure. Et j'ai tourné.
Le clic du cadenas qui s'ouvre a résonné dans le couloir comme un coup de feu. J'ai poussé la porte. Elle a grincé sur ses gonds. Une odeur de renfermé m'a saisi. Pas une odeur de moisissure ou de pourriture. Non, une odeur de papier ancien, de bois vieux, de secrets gardés trop longtemps. J'ai allumé la lumière. Une ampoule nue pendait au plafond. Elle éclairait faiblement les marches en pierre qui descendaient dans l'obscurité. J'ai posé le pied sur la première marche, puis la deuxième. À chaque pas, mon cœur battait plus fort. Mais avant de vous raconter ce que j'ai trouvé là-dessous, je dois vous parler de nous, de Renaud et moi, de ce que nous étions avant que cette cave ne devienne le centre de ma vie sans que je le sache. Nous nous sommes rencontrés en 1982. J'avais 33 ans, lui, 35. C'était à une exposition de peinture à Paris, dans le 6e arrondissement. Une galerie élégante, où l'on servait du champagne dans des flûtes en cristal. Je me souviens de lui, grand, les cheveux noirs un peu trop longs pour un homme de son milieu. Des yeux sombres qui vous regardaient comme s'ils lisaient en vous. Il portait un costume gris anthracite, impeccable. Il s'était approché de moi devant un tableau de Monet. « Vous aimez les impressionnistes ?» m'avait-il demandé. « J'aime la lumière », avais-je répondu. « La façon dont elle transforme tout ce qu'elle touche. » Il avait souri. Moi aussi. Nous avions parlé pendant des heures, de peinture, de littérature, de voyage. Il avait vécu au Portugal dans son enfance avant que sa famille ne s'installe en France. Il parlait de Lisbonne avec une nostalgie qui me touchait. Des azulejos bleus, des tramways qui grimpèrent les collines, de l'odeur du bacalao dans les ruelles étroites. Un jour, je vous y emmènerai, avait-il promis. Et il l'avait fait, 2 ans après notre mariage. Nous étions allés à Lisbonne pour notre anniversaire. Nous avions marché main dans la main dans le quartier de l'Alfama. Nous avions écouté le fado dans un petit restaurant où les chanteuses portaient des châles noirs et chantèrent la saudade. Cette mélancolie portugaise que Renaud m'avait expliquée un soir d'hiver. C'est le sentiment de manque pour quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Ou qu'on a perdu pour toujours. Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprends. Notre mariage avait été beau. Simple mais élégant. À la mairie de Versailles, puis un déjeuner dans un restaurant avec vue sur les jardins du château. Ma mère portait un tailleur rose poudré. La sœur de Renaud, Marianne, avait pleuré pendant toute la cérémonie. « Tu vas être heureuse avec lui », m'avait-elle dit en m'embrassant. Renaud a toujours pris soin de ceux qu'il aime. Et c'était vrai. Renaud était attentionné, généreux. Il m'offrait des fleurs chaque vendredi, des roses blanches, toujours les mêmes. Il disait que c'était notre tradition, notre petit rituel. Le matin, il me préparait le café. 2 sucres, 1 goutte de lait, exactement comme je l'aimais. Il me l'apportait au lit avec le journal et un croissant qu'il allait chercher à la boulangerie du coin. « Pour ma reine », disait-il en déposant le plateau sur mes genoux. Je me sentais aimée, protégée, en sécurité. Nous avons acheté la maison de Versailles 3 ans après notre mariage. C'était une belle demeure du 19e siècle. 3 étages, un jardin avec un magnolia qui fleurissait au printemps, des moulures au plafond, un parquet en chêne qui craquait sous nos pas, et une cave, grande, profonde, avec des voûtes en pierre. C'est parfait pour entreposer le vin, avait dit Renaud le jour de la visite. Je n'y avais pas pensé à 2 fois. Les premières années, nous descendions ensemble à la cave. Nous y rangions des cartons, des affaires de déménagement, de vieux meubles qu'on gardait au cas où, des outils de jardinage. C'était un espace banal, sans mystère. Et puis, un jour, Renaud a installé le cadenas. « Pourquoi ?» lui avais-je demandé. « Pour protéger mes outils. Il y a eu des cambriolages dans le quartier. Cela avait du sens. Mais pourquoi ne m'avait-il pas donné un double de la clé? Nous avons essayé d'avoir un enfant pendant 7 ans. 7 ans de rendez-vous médicaux, d'examens, de traitements hormonaux qui me rendaient bien malade, de fausses couches qui me brisèrent le cœur à chaque fois. On réessaie, disait Renaud en me prenant dans ses bras après chaque échec. Mais mon corps refusait, encore et encore. Finalement, le médecin nous a dit la vérité. Je ne pourrais jamais porter un enfant. Mes ovaires ne fonctionnaient pas correctement. C'était une anomalie congénitale, irréversible. J'ai pleuré pendant des semaines. Je me sentais incomplète. Comme une femme à moitié faite, Renaud ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Nous avons l'un l'autre, disait-il. C'est déjà énorme. Il m'emmenait au restaurant pour me changer les idées. Il m'offrait des livres. Il me parlait de nos futurs voyages, de la vie que nous allions construire à 2. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jeanne. Je te le promets. Je l'avais cru de tout mon cœur. Nous avions nos habitudes, nos petits plaisirs. Le dimanche, nous prenions le thé dans le salon en écoutant de la musique classique. Chopin, Debussy,
Satie. Renaud aimait les compositeurs mélancoliques. Le samedi soir, nous regardions un film. Nous nous disputions gentiment sur le choix. Lui préférait les thrillers, moi, les drames romantiques. Nous finissions toujours par trouver un compromis. L'été, nous partions en Bretagne. Nous louions une petite maison face à la mer. Nous marchions sur la plage au coucher du soleil. Nous mangions des crêpes dans les crêperies du port. « Je t'aime, Jeanne », me disait-il en me serrant contre lui. « Moi aussi, je t'aime. » Et je le pensais. Mais il y avait ces jeudis soirs, ces jeudis où il disparaissait dans la cave pendant des heures. « Qu'est-ce que tu fais là-dessous pendant si longtemps ?» lui demandais-je parfois en riant. « Je classe mes affaires. Tu sais comme je suis maniaque. Tu veux que je t'aide ?»« Non, non, c'est mon bazar. Je m'y retrouve. » Il remontait toujours avec un sourire. Il se lavait les mains longuement dans l'évier de la cuisine, comme s'il voulait effacer quelque chose. « Tu as faim ?» me demandait-il en ouvrant le réfrigérateur, et nous reprenions notre vie normale, comme si ces descentes à la cave n'avaient aucune importance. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y avait aussi ses voyages. Renaud voyageait beaucoup pour son travail, 2 ou 3 fois par mois. Il partait le lundi matin. Il revenait le vendredi soir, parfois le samedi. « Où vas-tu cette fois ?» lui demandai-je en préparant sa valise. « Lyon, pour rencontrer des clients. Ou Marseille, ou Bordeaux, ou Strasbourg. » Je ne posais pas plus de questions. Je lui faisais confiance. Il m'appelait chaque soir depuis sa chambre d'hôtel. « Tu me manques, » disait-il. « Toi aussi, tu me manques. Je rentre bientôt. Je t'emmènerai dîner dans ce restaurant que tu aimes, celui avec les bougies et le pianiste. » Et il tenait toujours ses promesses. Notre vie était tranquille, prévisible, confortable. J'enseignais la littérature au lycée. Je préparais mes cours le soir dans mon bureau. Je corrigeais des dissertations sur Balzac et Flaubert. Je guidais mes élèves à travers les classiques français. Renaud rentrait tard. Il dînait rapidement. Il me posait des questions sur ma journée. « Comment vont tes élèves ? Bien, fatigants, mais attachants. Tu es une excellente professeure, Jeanne. Ils ont de la chance. » Il disait toujours les bonnes choses, les choses qui me faisaient me sentir importante, aimée. Quand j'ai pris ma retraite à 60 ans, j'ai eu plus de temps pour remarquer les petites choses, comme le fait que Renaud recevait parfois du courrier qu'il ouvrait rapidement et jetait immédiatement, comme le fait qu'il avait 2 téléphones, un pour le travail, un personnel. Il gardait toujours le personnel dans sa poche, même à la maison, comme le fait qu'il partait parfois faire des courses qui duraient 3 heures. Les embouteillages, expliquait-il. Je ne doutais pas. Nous avons vieilli ensemble. Nos cheveux ont blanchi. Nos corps se sont alourdis. Nos gestes sont devenus plus lents. Mais nous étions toujours là, l'un pour l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. Et maintenant, je suis descendu dans cette cave. J'ai posé le pied sur la dernière marche. J'ai regardé autour de moi. Et j'ai compris que toute ma vie n'était qu'un mensonge magnifiquement construit. La cave était plus grande que dans mes souvenirs. Peut-être parce que je ne l'avais jamais vraiment regardée. Pendant toutes ces années, elle n'était qu'une porte fermée, un espace interdit, une zone d'ombre dans notre mariage lumineux. Maintenant que j'y étais, je voyais tout différemment. Le sol en béton était propre, presque trop propre pour une cave. Les murs en pierre étaient lisses, pas de toile d'araignée, pas de poussière épaisse. Quelqu'un entretenait cet endroit régulièrement. Renaud. Tous ces jeudis soirs. Au centre de la pièce, il y avait une vieille armoire en bois. Massive, sombre, le genre d'armoire qu'on trouve dans les maisons de famille, celle qui passe de génération en génération. Je ne l'avais jamais vue auparavant. À côté de l'armoire, une petite table, une chaise, une lampe de bureau éteinte, comme un bureau secret. Un bureau pour une vie secrète. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. J'ai marché vers l'armoire. Mes jambes tremblaient. J'ai posé ma main sur la poignée. Elle n'était pas fermée à clé. J'ai ouvert. Mais avant de vous dire ce que j'ai trouvé dans cette armoire, je dois vous raconter la première fois où j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La première petite fissure dans notre vie parfaite. C'était il y a 10 ans, peut-être 11. Je ne suis plus très sûre des dates. Le temps a cette façon étrange de brouiller les détails quand la douleur s'en mêle. C'était un soir de printemps. Le magnolia dans notre jardin était en fleurs. L'air sentait bon, frais, sucré. Cette odeur qui vous fait croire que tout est possible. Renaud était rentré tard du travail, plus tard que d'habitude. Il était presque 22 heures. Il y a eu un problème avec une livraison, avait-il expliqué en retirant sa veste. J'ai dû rester pour régler ça. Il s'était assis à table. J'avais réchauffé son dîner. Un gratin dauphinois avec du jambon.
son plat réconfort. Pendant qu'il mangeait, j'avais remarqué quelque chose sur sa chemise. Une petite tache, rose pâle, comme du rouge à lèvres. Mon estomac s'était serré. « Tu as quelque chose sur ta chemise ?» avais-je dit d'une voix que j'espérais légère. Il avait baissé les yeux. « Ah oui, une collègue m'a fait la bise. Tu sais comment sont les femmes au bureau. Elles se maquillent, comme pour aller à l'opéra. » Il avait ri. J'avais ri aussi. Mais mon rire sonnait faux. Quelle collègue? Sophie, de la comptabilité. Tu ne la connais pas. Et c'était vrai. Je ne connaissais presque personne de son travail. Renaud gardait sa vie professionnelle et sa vie privée très séparées. « C'est normal, » disait-il toujours. « Le travail, c'est le travail. La maison, c'est notre sanctuaire. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée à côté de lui. Je l'écoutais respirer. Son souffle était régulier, profond, celui de quelqu'un qui dort sans le moindre souci. Moi, je fixais le plafond. Une tache de rouge à lèvres. Ce n'était rien. Une bise entre collègues. Quelque chose de parfaitement innocent. Mais pourquoi est-ce que ça me dérangeait autant? Les semaines suivantes, j'ai commencé à observer Renaud différemment. Pas de façon consciente. Pas comme une enquêtrice. Juste avec cette petite voix dans ma tête qui murmurait « Fais attention ». J'ai remarqué qu'il prenait plus de temps pour se préparer le matin. Il se rasait de près. Il mettait de l'eau de Cologne. Il choisissait ses chemises avec soin. « Tu es élégant aujourd'hui », lui disais-je. « J'ai une réunion importante. » Avec qui? Des clients. De Lyon. Toujours des clients. Toujours de quelque part. J'ai remarqué aussi qu'il souriait en lisant ses messages sur son téléphone. Un sourire différent. Pas le sourire qu'il me donnait. Un sourire plus jeune, plus léger. « Qui t'écrit ?» demandai-je en posant ma main sur son épaule. Il éteignait l'écran rapidement. « Un collègue. Il m'envoie des blagues stupides. Montre-moi. Non, c'est vraiment bête. Des trucs de bureau. Tu t'ennuierais ?» Et il rangeait son téléphone dans sa poche. Un samedi, nous étions au marché. Nous achetions des légumes pour la semaine. Des tomates, des courgettes, des haricots verts. Le téléphone de Renaud a sonné. Il a regardé l'écran. Son visage a changé. Juste une seconde. Une micro-expression. Quelque chose entre la surprise et la panique. Je dois prendre cet appel. C'est pour le travail. Il s'est éloigné. Il a marché jusqu'au bout de l'allée. Je le voyais parler. Mais je ne l'entendais pas. Quand il est revenu, il souriait. « Tout va bien ?»« Oui, oui. » Un client qui voulait changer une date de livraison. Un samedi, ces gens travaillent tout le temps. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas. Mais j'ai hoché la tête. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des petites choses. Insignifiantes prises séparément. Mais qui formaient un motif si on les regardait toutes ensemble. Comme le fait qu'il lavait lui-même ses chemises. Alors qu'avant, c'était moi qui m'occupais du linge. « Je ne veux pas que tu te fatigues », disait-il. Ou le fait qu'il avait changé le code de son téléphone. Avant, c'était notre date de mariage. Un jour, j'ai voulu vérifier quelque chose et le code ne fonctionnait plus. J'ai dû le changer pour des raisons de sécurité, avait-il expliqué. On nous l'a recommandé au bureau, avec tous ces piratages, ou le fait qu'il recevait des relevés bancaires qu'il cachait immédiatement dans sa mallette. C'est pour le travail, disait-il toujours. Toujours pour le travail. Un soir, pendant qu'il était sous la douche, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. J'ai ouvert sa mallette. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Je me sentais comme une voleuse dans ma propre maison. À l'intérieur, il y avait des documents, des contrats, des factures, rien d'étrange. Et puis j'ai vu une enveloppe, blanche, sans adresse, juste un prénom écrit à la main. Renaud, une écriture féminine, élégante, penchée vers la droite. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait une carte de vœux, pour un anniversaire. Joyeux anniversaire, mon amour. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu me donnes. Je t'aime plus que tout. À bientôt. Pas de signature, juste un cœur dessiné à l'encre rouge. L'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai remis la carte dans l'enveloppe dans la mallette. J'ai refermé. J'ai couru dans le salon. Quand Renaud est sorti de la salle de bain, j'étais assise sur le canapé. Je lisais un livre. Ou du moins, je faisais semblant. « Tu vas bien, ma chérie ?» m'a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. « Oui. Pourquoi ? Tu es pâle. Je suis fatiguée, c'est tout. » Il a passé son bras autour de mes épaules. « Va te coucher. Je range la cuisine. » J'aurais dû lui poser la question. Directement. Simplement. Quitte à envoyer cette carte, mais je n'ai pas osé. Parce que j'avais peur de la réponse. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai essayé de me raisonner. Une carte d'anniversaire. Ce n'était peut-être rien. Une collègue, une amie, quelqu'un qui avait voulu lui faire plaisir. Mais pourquoi écrivait-elle « mon amour » ?
Pourquoi ne signait-elle pas son nom? Pourquoi Renaud cachait-il cette carte dans sa mallette au lieu de la laisser sur son bureau comme on le fait avec les cartes de vœux? Les jours suivants, j'ai observé Renaud encore plus attentivement. Je cherchais des preuves, ou peut-être cherchais-je à me rassurer. Je voulais qu'il me prouve que j'avais tort, que j'imaginais des choses, que mon esprit créait des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais plus je regardais, plus je voyais. Ces voyages devenaient plus fréquents, 3 fois par semaine maintenant, parfois 4. Les affaires vont bien, disait-il en bouclant sa valise. Je ne peux pas refuser ces contrats. Tu pars encore? Juste 3 jours. Je reviens vendredi. Tu me manques quand tu n'es pas là. Toi aussi, tu me manques. Mais c'est pour nous, pour notre retraite, pour nos voyages futurs. Il m'embrassait sur le front, et il partait. Un jeudi soir, j'ai décidé de le suivre. Pas physiquement, mais par téléphone. Il avait dit qu'il descendait à la cave pour ranger des affaires, comme tous les jeudis. 1 heure après qu'il soit descendu, j'ai appelé son téléphone portable depuis le téléphone fixe de la maison. Il a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Sa voix était étouffée, comme s'il ne voulait pas parler trop fort. C'est moi. Tu peux me ramener du pain demain? Du pain? Oui. J'ai oublié d'en acheter. Bien sûr, pas de problème. Il y avait un bruit derrière lui. Un bruit que je n'arrivais pas à identifier. Comme une voix lointaine. Tu es seul? Oui, pourquoi? J'ai entendu quelque chose. C'est la radio. Je l'écoute en travaillant. Ah, je remonte dans 10 minutes. D'accord. J'ai raccroché. La radio, bien sûr. Mais nous n'avions pas de radio à la cave. Quand il est remonté, il m'a embrassé sur la joue. Tu veux regarder un film? Avec plaisir. Nous nous sommes installés sur le canapé. Il a mis un thriller, quelque chose avec des espions et des explosions. Je ne suivais pas l'histoire. Mon esprit était ailleurs, à la cave, à cette voix, à toutes ces heures qu'il passait là-dessous. 1 semaine plus tard, j'ai trouvé un reçu dans la poche de son pantalon. Je faisais la lessive. J'ai vidé ses poches, comme je le faisais toujours. De la monnaie, un mouchoir et un reçu de restaurant, à Lyon, daté du mardi précédent, le jour où il était censé être en réunion avec des clients. 2 couverts, 120 €. 2 couverts. Mon sang s'est glacé. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant silencieuse aussi longtemps. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai remis le reçu dans sa poche. J'ai lavé le pantalon. Je l'ai repassé. Je l'ai rangé dans son armoire. Je n'ai rien dit. Parce que dire quelque chose signifiait que tout cela devenait réel, que les doutes devenaient des certitudes, que notre mariage n'était peut-être pas ce que je croyais. Alors, j'ai fait ce que font beaucoup de femmes dans ma situation. J'ai nié. Je me suis convaincue que j'exagérais, que j'étais paranoïaque, que la ménopause me jouait des tours, que le vide laissé par l'absence d'enfant me rendait irrationnelle. Je me suis accrochée à notre routine, à nos petits rituels, aux roses blanches du vendredi, au café du matin, au dimanche tranquille. Je me suis dit que si je fermais les yeux assez fort, les fissures disparaîtraient d'elles-mêmes. Mais les fissures ne disparaissent jamais. Elles s'élargissent, lentement, silencieusement, jusqu'au jour où tout s'effondre. Et maintenant, je suis là, dans cette cave, devant cette armoire ouverte. Et je vois tout ce que j'ai refusé de voir pendant toutes ces années. Les photos, les lettres, les preuves d'une vie entière que je ne connaissais pas. Dans l'armoire, il y avait 3 étagères. Sur la première, des boîtes à chaussures, 5 ou 6, empilées avec soin. Sur la deuxième, des classeurs noirs avec des étiquettes blanches, des dates écrites à la main. Sur la troisième, un cadre photo retourné face contre le bois. J'ai tendu la main vers le cadre. Puis je me suis arrêtée. Quelque chose en moi hurlait de ne pas toucher, de remonter, de refermer cette armoire, de remettre le cadenas, de retourner à l'hôpital auprès de Renaud et de faire comme si je n'étais jamais descendue. Mais c'était trop tard. On ne peut pas désapprendre ce qu'on a commencé à comprendre. J'ai pris le cadre, je l'ai retourné, et j'ai vu son visage. Pas le visage de Renaud, le visage d'une femme. Elle était jeune, peut-être 40 ans, peut-être moins, blonde. Les cheveux longs et ondulés, des yeux clairs, un sourire lumineux. Elle portait une robe d'été, jaune. Elle se tenait devant une maison. Une petite maison de campagne avec des volets bleus. À côté d'elle, un garçon, un adolescent, 15 ou 16 ans. Les mêmes yeux que Renaud, le même nez droit, le même menton carré. Mon cœur s'est arrêté. J'ai dû m'asseoir sur la chaise. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai regardé cette photo pendant un temps infini. J'essayais de comprendre. Mais mon cerveau refusait de traiter l'information. Qui était cette femme?
Qui était ce garçon? Pourquoi leur photo était-elle cachée dans notre cave? J'ai posé le cadre sur la table. J'ai ouvert la première boîte. À l'intérieur, des lettres, des dizaines de lettres, attachées avec un ruban rose. J'en ai pris une au hasard. L'enveloppe était adressée à Renaud. Pas à notre adresse de Versailles. Une autre adresse, à Fontainebleau. J'ai ouvert la lettre. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le papier. Mon amour, merci pour ce week-end magnifique. Lucas me parle encore de la randonnée. Il t'adore. Tu es un père extraordinaire. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi toutes ces années. Tu es ma force, mon refuge, mon tout. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. À bientôt, mon cœur. Camille, Camille, Lucas. Ces noms dansaient devant mes yeux. Un père extraordinaire. Toutes ces années. J'ai ouvert une autre lettre, puis une autre, toutes de Camille, toutes adressées à Renaud, toutes pleines d'amour, de tendresse, de remerciements. Merci pour le virement de ce mois. Lucas a eu son bac avec mention. Il est tellement fier de te ressembler. Je t'attends jeudi comme d'habitude. 15 ans déjà. Merci pour cette vie que tu nous as offerte. 15 ans. 15 ans que cette femme écrivait à mon mari. 15 ans que Renaud avait une autre vie. Un autre foyer. Un fils. J'ai posé les lettres. J'ai ouvert la deuxième boîte. Des photos. Des centaines de photos. Renaud et Camille au restaurant. Renaud et Camille en vacances. Renaud et Camille avec le garçon. Lucas, à la plage, à la montagne, dans un parc d'attractions. Des photos de famille. Une famille que je ne connaissais pas. Sur certaines photos, Lucas était petit. 5 ans. 6 ans. Un enfant aux joues rondes qui tenait la main de Renaud. Sur d'autres, il grandissait. 10 ans. 12 ans. 14 ans. Sur les plus récentes, c'était un jeune homme. Grand, fort, beau. Il avait les yeux de Renaud, le sourire de Renaud, les mains de Renaud. J'ai refermé la boîte. J'avais envie de vomir. Pendant toutes ces années où je pleurais de ne pas pouvoir lui donner d'enfant, Renaud en avait un fils qu'il voyait, qu'il aimait, qu'il regardait grandir, pendant que moi, je me morfondais dans ma culpabilité. J'ai ouvert la troisième boîte, des reçus. Des centaines de reçus. Restaurants, hôtels, magasins de jouets, magasins de vêtements, librairies, cinéma, tous à Fontainebleau, ou dans les environs, des preuves, des traces, des miettes d'une vie parallèle. J'ai pris un des classeurs sur l'étagère. À l'intérieur, des relevés bancaires, un compte que je ne connaissais pas, à son nom, Renaud Moreau, des virements réguliers, tous les mois, 2000 €, vers un compte au nom de Camille Dubois, 2000 € par mois, pendant 15 ans. J'ai fait le calcul dans ma tête. 360 000 €. 360 000 € que Renaud avait donné à cette femme, à cette famille, pendant que je me privais d'acheter une nouvelle robe pour économiser pour notre retraite. J'ai ouvert un autre classeur. Des factures de loyer, pour un appartement à Fontainebleau, au nom de Camille Dubois. Des factures d'électricité, d'eau, de téléphone, des factures de scolarité, pour Lucas Moreau. Lucas Moreau. Il portait son nom. Comment avais-je pu ne rien voir? Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'ai regardé les dates sur les relevés bancaires. Le premier virement datait de 2008. 2008. Lucas avait 17 ans maintenant. Sur les photos les plus récentes. Cela voulait dire qu'il était né en 2007. 2007. L'année où Renaud et moi avions arrêté d'essayer d'avoir un enfant. L'année où le médecin m'avait dit que mon corps ne pourrait jamais porter. L'année où Renaud m'avait pris dans ses bras et m'avait dit « Tu es tout ce dont j'ai besoin ». Cette année-là, Camille était enceinte. Cette année-là, pendant que je pleurais mon ventre stérile, Renaud fêtait la naissance de son fils. Je me suis levée. J'ai marché vers le mur. J'ai posé mon front contre la pierre froide. Je ne pleurais pas. C'était pire que ça. C'était un vide immense, comme si on m'avait arraché de l'intérieur. Toutes ces années où Renaud partait en voyage d'affaires, il allait voir sa femme, son fils. Toutes ces heures passées à la cave, il lisait leurs lettres, regardait leurs photos, comptait son argent pour leur prochaine pension. Tous ces jeudis soirs, il vivait avec eux, dans sa tête, dans son cœur. Et moi j'étais quoi? Un arrangement? Une couverture? Une première épouse qu'il n'avait jamais eu le courage de quitter? J'ai pensé à tous ces moments où il m'avait dit qu'il m'aimait. Je t'aime, Jeanne. Était-ce vrai? Ou était-ce un mensonge de plus dans cette vie construite sur le mensonge? J'ai pensé à cette maison, notre maison, celle que nous avions achetée avec l'héritage de mon père, mon héritage, mon argent.
pendant que Renaud utilisait son salaire pour entretenir une autre famille. J'ai pensé à toutes ces soirées où il rentrait tard et me disait « Désolé ma chérie, les embouteillages entre Fontainebleau et Versailles. 40 minutes de route, 40 minutes pour passer d'une vie à l'autre, d'une femme à l'autre, d'une réalité à l'autre. J'ai pensé à nos amis, à nos voisins, à sa sœur Marianne. Est-ce qu'il savait? Est-ce que tout le monde savait sauf moi? Est-ce qu'on me regardait avec pitié lors des dîners? Pauvre Jeanne, elle ne sait rien. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai repris les lettres. J'en ai lu d'autres. Camille écrivait comme une femme comblée. Tu es l'homme de ma vie. Merci d'être là pour Lucas. Il a besoin de toi. J'ai hâte de te voir jeudi. Les semaines sont longues sans toi. Tu me manques tellement quand tu rentres chez toi. Chez toi, c'était Versailles. C'était moi. Mais pour Camille, chez toi était ailleurs. C'était moi, l'ailleurs. Dans une lettre, elle parlait de leur rencontre. Tu te souviens de ce jour à Lisbonne? Quand nos regards se sont croisés dans ce café, je savais déjà que tu changerais ma vie. Lisbonne. Nous étions allés à Lisbonne pour notre anniversaire de mariage. Renaud m'avait emmené dans l'Alfama. Nous avions marché main dans la main. Mais apparemment, il était aussi allé dans des cafés, seul, et il avait rencontré Camille. Dans une autre lettre, elle parlait de leur première nuit ensemble. Je n'oublierai jamais cette nuit à l'hôtel. Tu m'as fait sentir vivante pour la première fois de ma vie. Pendant notre voyage d'anniversaire, Renaud avait eu une liaison. Pendant que je dormais dans notre chambre d'hôtel, il sortait retrouver une autre femme. J'ai posé la lettre, j'ai fermé les yeux. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma gorge. J'ai ouvert le dernier classeur. À l'intérieur, un document officiel, une reconnaissance de paternité. Renaud Moreau reconnaissait être le père de Lucas Moreau, né le 15 mars 2007, de mère Camille Dubois. Puis, un autre document, un acte de naissance. Lucas Renaud Moreau, né à Fontainebleau. Père, Renaud Moreau. Mère, Camille Dubois. Et enfin, le dernier document, un testament, daté de 6 mois plus tôt. Je, sous-signé Renaud Moreau, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens et avoirs à mon fils Lucas Renaud Moreau. L'intégralité de ses biens. Cela voulait dire quoi? Sa part de la maison? Ses comptes bancaires? Ses placements? Tout ce que nous avions construit ensemble pendant 38 ans de mariage? J'ai relu le testament 3 fois. Il n'y avait pas mon nom. Pas une seule fois. Comme si je n'existais pas. Comme si ces 38 années n'avaient jamais existé. Je suis restée assise dans cette cave pendant des heures. J'ai tout lu, tout regardé, tout absorbé. Chaque lettre, chaque photo, chaque reçu. Chaque preuve de cette vie double que Renaud avait menée. Et pendant tout ce temps, une seule question tournait dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi ne m'avait-il pas quitté? Pourquoi était-il resté avec moi si son cœur était ailleurs? Pourquoi avait-il continué à jouer cette comédie année après année? Et puis, lentement, la réponse s'est imposée. L'argent, mon héritage, la maison, ma retraite d'enseignante, mon confort. J'étais la femme respectable, celle qu'on présente au dîner, celle qui donne une image de stabilité. Camille était la femme qu'il aimait, celle qui lui avait donné un fils, celle pour qui il vivait vraiment. Moi, j'étais juste pratique. J'ai repensé à toutes ces fois où il m'avait dit que je lui suffisais. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jeanne. C'était vrai d'une certaine façon. J'étais tout ce dont il avait besoin pour maintenir cette double vie. Mon argent, ma naïveté, ma confiance aveugle. J'ai repensé à cette carte d'anniversaire que j'avais trouvée dans sa mallette il y a 10 ans. Joyeux anniversaire, mon amour. C'était Camille. J'aurais dû poser la question ce jour-là. J'aurais dû exiger des réponses. Mais j'avais eu peur. Peur de briser notre équilibre. Peur de me retrouver seule. Peur de découvrir que j'avais gaspillé ma vie. Alors, j'avais fait ce que beaucoup de femmes font. Je m'étais soumise au silence. Je m'étais convaincue que l'ignorance était une forme de bonheur. Je m'étais persuadée que tant que je ne savais pas officiellement, cela n'existait pas vraiment. Mais maintenant, je savais. Et il n'y avait plus de retour possible. J'ai rangé les lettres dans leur boîte, les photos dans la leur, les documents dans leur classeur. J'ai remis tout en place, exactement comme je l'avais trouvé. J'ai refermé l'armoire. J'ai éteint la lumière. Je suis remontée. J'ai remis le cadenas. Et je me suis assise dans le salon, dans le noir, sans bouger, sans pleurer. Juste, vide. Je suis restée dans ce salon toute la nuit, sans allumer les lumières, sans bouger du canapé, sans même penser à dormir.
Le silence de la maison était assourdissant. Chaque craquement du parquet me rappelait les pas de Renaud. Chaque tic-tac de l'horloge comptait les années de mensonges. Chaque ombre sur le mur ressemblait à un fantôme de notre vie passée. Vers 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. L'hôpital. « Madame Moreau, votre mari est réveillé. Il demande à vous voir. » Ma voix a répondu automatiquement. « J'arrive. » Mais je ne savais pas si j'avais vraiment envie d'y aller. Je me suis levée. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. Une vieille femme me fixait. Des cheveux gris en désordre. Des cernes profonds sous les yeux. Un visage creusé par la nuit blanche et la douleur. Quand étais-je devenue cette femme? Quand avais-je cessé de me voir? Je me suis douchée. Je me suis habillée. J'ai mis du rouge à lèvres. Un geste automatique. Comme si le rouge à lèvres pouvait cacher ce que je ressentais vraiment. J'ai pris mon sac, mes clés, mon manteau, et je suis partie vers l'hôpital. Dans la voiture, j'ai pensé à ce que j'allais lui dire. Allais-je l'affronter immédiatement? Lui jeter la vérité au visage? Je sais tout, Renaud. Je sais pour Camille. Je sais pour Lucas. Je sais que notre mariage n'a été qu'une mascarade. Ou allais-je faire semblant? Encore une fois? Comme j'avais fait pendant toutes ces années? Sourire, lui tenir la main, lui demander comment il se sentait, continuer à jouer mon rôle de bonne épouse? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais plus la même femme qu'hier. Hier, j'étais Jeanne Moreau, professeure de littérature à la retraite, épouse dévouée, femme respectable. Aujourd'hui, j'étais... Qui? Une idiote? Une victime? Une complice involontaire? L'hôpital sentait le désinfectant et la maladie. J'ai marché dans les couloirs blancs. Mes pas résonnaient sur le sol en linoléum. Les infirmières me souriaient. Je leur rendais leur sourire, machinalement. Chambre 312. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai respiré profondément. Et je suis entrée. Renaud était allongé dans son lit, pâle, fatigué. Des tubes sortaient de ses bras. Un moniteur cardiaque bipait régulièrement à côté de lui. Il a tourné la tête vers moi. Il a souri. Ce sourire que je connaissais si bien. Ce sourire qui m'avait rassuré pendant 38 ans. Ce sourire qui était un mensonge. Jeanne. Sa voix était faible, cassée. Tu es venue. Bien sûr que j'étais venue. Où aurais-je pu aller? Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit. J'ai posé mon sac par terre. Comment te sens-tu? Mieux. Les médecins disent non que j'ai eu de la chance. Quelques centimètres de plus et... Il n'a pas fini sa phrase. Quelques centimètres de plus et il serait mort. Et je n'aurais jamais su. Tu m'as fait peur, ai-je dit. Et c'était vrai. Je l'avais eu peur. Malgré tout ce que je venais de découvrir. Malgré la trahison. Malgré le mensonge. 38 ans de vie commune ne s'effacent pas en une nuit. Il a tendu sa main vers moi. Une main faible, tremblante. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Sa peau était froide, presque grise. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. Mon cœur s'est arrêté. Il savait que j'avais descendu à la cave? Désolé de quoi? Ai-je demandé d'une voix que j'espérais neutre. De t'avoir inquiété, de t'avoir fait vivre ça. Tu ne mérites pas. Il s'est arrêté. Il a fermé les yeux, comme si parler lui demandait trop d'efforts. J'ai attendu qu'il continue, mais il n'a rien ajouté. Il parlait de la crise cardiaque, pas du reste. Il ne savait pas que je savais. « Repose-toi », ai-je dit. « Je reste là. » Il a serré ma main, faiblement. « Tu es une femme extraordinaire, Jeanne. Je ne te le dis pas assez, mais tu es tout pour moi, tout pour lui. » Ces mots auraient dû me réchauffer, me rassurer, mais ils me brûlaient comme de l'acide. J'ai passé la journée à l'hôpital. Les médecins sont venus. Ils ont parlé de pontage, de rééducation cardiaque, de changement de mode de vie. Il a eu beaucoup de chance, a dit le cardiologue, mais il va devoir ralentir. Moins de stress, moins de déplacements, plus de repos, moins de déplacements. Cela voulait dire moins de visites à Fontainebleau, moins de temps avec Camille et Lucas. Renaud a hoché la tête. Je vais tout changer. Je vais m'occuper de moi, de nous. Il m'a regardé en disant « nous ». Quel « nous » ? Le vrai ou le faux? Dans l'après-midi, son téléphone a sonné. Il était sur la table de chevet, à côté de son lit. J'ai vu l'écran s'allumer. Camille. Mon sang s'est glacé. Renaud a regardé le téléphone. Puis moi, puis le téléphone à nouveau. C'est une collègue. Je la rappellerai plus tard. Une collègue. Encore ce mensonge. Même maintenant. Même après une crise cardiaque. Même à quelques centimètres de la mort. Il continuait à mentir. « Tu veux que je réponde ?» ai-je demandé. Mes mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Non. Sa réaction a été trop vive. Trop paniquée. Non, ce n'est pas important. Elle peut attendre. Le téléphone a cessé de sonner. Puis il a sonné à nouveau.
Un message cette fois. Renaud l'a attrapé rapidement. Il a lu le message. Son visage a changé. Juste une seconde. Une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Inquiétude, culpabilité, tendresse. Tout va bien? Ai-je demandé. Oui, juste le travail. Il a éteint son téléphone. Complètement. Tu devrais rentrer, m'a-t-il dit. Tu dois être épuisé. Je vais bien. Les infirmières s'occupent de moi. Je peux rester. Non. Va te reposer. Reviens demain matin. Il voulait que je parte, pour pouvoir rappeler Camille sans que je sois là. Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Silencieuse, vide, remplie de secrets. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Un geste automatique, réconfortant. Je me suis assise à la table. La même table où nous avions pris des milliers de repas ensemble. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis la veille, j'ai pleuré. Des larmes silencieuses, amères, qui coulaient sans que je puisse les arrêter. Je pleurais sur ma vie, sur ces 38 années perdues, sur cette confiance brisée, sur cette femme que j'avais été et qui n'existait plus. Quand je n'ai plus eu de larmes, je suis allée dans le bureau de Renaud. Une pièce que je n'entrais jamais, son espace privé, son sanctuaire. Chacun a besoin d'un endroit rien qu'à soi, disait-il toujours. J'ai ouvert les tiroirs de son bureau. Des documents professionnels, des contrats, des factures, rien d'intéressant. Et puis, dans le dernier tiroir, caché sous une pile de vieux journaux, j'ai trouvé un carnet. Un petit carnet noir, avec une couverture en cuir usé. Je l'ai ouvert. C'était un agenda, mais pas un agenda normal. Chaque page était divisée en 2 colonnes. À gauche, des notes sur sa vie avec moi. Dîner avec Jeanne. Anniversaire de mariage. Théâtre ce soir. À droite, des notes sur sa vie avec elle. Voir Camille jeudi. Anniversaire de Lucas. Acheter cadeau. Week-end à Fontainebleau. Il organisait ses 2 vies comme on organise un emploi du temps. Méthodiquement, froidement, sans jamais laisser l'une empiéter sur l'autre. J'ai tourné les pages. Des années et des années de double vie. Noté, planifié, exécuté avec précision. Voyage Lyon, voir C. Dire à J que je rentre vendredi. Rester avec C jusqu'à samedi. Anniversaire J. Acheter rose blanche. Anniversaire C. Acheter bracelet argent. Chaque détail était là. Chaque mensonge était consigné. Chaque manipulation était écrite noir sur blanc. Il y avait aussi des notes plus personnelles. Elle a eu 18 sur 20 en maths. Fière de lui. C. était triste aujourd'hui. Elle dit que je lui manque. J. a fait un excellent gigot. Elle est une bonne cuisinière. Une bonne cuisinière. C'est tout ce que j'étais pour lui? Une bonne cuisinière? J'ai continué à lire, page après page, année après année. Et j'ai compris quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Renaud n'était pas un homme qui avait fait une erreur, un homme qui était tombé amoureux malgré lui, un homme déchiré entre 2 femmes. Non, Renaud était un homme qui avait choisi, consciemment, délibérément. Il avait choisi de garder les 2, moi pour le confort, elle pour l'amour. Il avait organisé sa vie de façon à ne renoncer à rien. Dans le carnet, j'ai trouvé une page différente, sans date, juste des mots, comme une réflexion personnelle. Je sais que ce que je fais est égoïste, mais je ne peux renoncer ni à l'une ni à l'autre. Jeanne me donne la stabilité, la respectabilité, une vie bourgeoise dont j'ai besoin. Camille me donne l'amour, la passion, le fils que je n'aurais jamais eu autrement. J'ai besoin des 2, je mérite les 2. Il méritait les 2, lui. Et moi, qu'est-ce que je méritais? J'ai refermé le carnet. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Je suis sortie du bureau. J'ai fermé la porte derrière moi. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je n'avais pas faim. Mon estomac était noué. Je me suis assise dans le salon, dans le noir, comme la nuit précédente, et j'ai pensé à ma vie. J'avais 68 ans. J'avais passé 38 ans avec un homme qui ne m'avait jamais vraiment aimé, qui m'avait utilisé, qui m'avait menti chaque jour de notre vie commune. Qu'est-ce qu'il me restait? Une maison, quelques économies, des souvenirs qui étaient tous des mensonges, et une rage froide qui commençait à naître au fond de moi. Mon téléphone a sonné, un message de Renaud. Je vais mieux. Les médecins pensent me laisser sortir dans 3 jours. Tu me manques, je t'aime, je t'aime. Ces mots que j'avais attendus toute ma vie, ces mots que j'avais crus vrais, ces mots qui sonnaient maintenant comme une insulte. J'ai regardé ce message pendant longtemps, puis j'ai tapé ma réponse. Moi aussi, repose-toi. Et j'ai compris que je venais de franchir une ligne, je venais de devenir comme lui, je venais de mentir.
Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. J'allais à l'hôpital chaque matin. Je restais auprès de Renaud. Je lui tenais la main. Je lui apportais des fruits, des magazines. Je souriais quand les infirmières disaient qu'il récupérait bien. Je jouais parfaitement mon rôle d'épouse aimante. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je le regardais différemment. Chaque mot qu'il prononçait, je me demandais s'il était vrai ou faux. Chaque sourire qu'il me donnait, je cherchais le mensonge derrière. Le 2e jour, Marianne est venue le voir, la sœur de Renaud, une femme élégante de 65 ans, toujours bien habillée, toujours souriante. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Ma pauvre Jeanne, quelle frayeur tu as dû avoir. Oui, c'était difficile, mais il va bien maintenant. Dieu merci. Elle est restée 1 heure. Elle a parlé avec Renaud, de sa santé, de sa convalescence, de ce qu'il devrait faire une fois rentré à la maison. Tu dois ralentir, Renaud. Tu travailles trop. Tu voyages trop. Il a hoché la tête. Tu as raison. Je vais changer. Puis Marianne s'est tournée vers moi. Tu vas devoir prendre soin de lui, Jeanne. Comme tu l'as toujours fait. Tu es une perle. Mon frère a beaucoup de chance de t'avoir. J'ai souri. Je fais de mon mieux. Quand elle est partie, je suis restée seule avec Renaud. Ta sœur t'aime beaucoup, ai-je dit. Oui, elle a toujours été là pour moi. Elle sait. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Renaud a froncé les sourcils. Elle sait quoi? J'ai hésité. Mon cœur battait trop fort. Elle sait que tu as été malade, que tu aurais pu mourir. Ah, oui, bien sûr. Il a fermé les yeux, soulagé que je parle de sa crise cardiaque et non d'autre chose. Mais ma question était claire. Pour moi, est-ce que Marianne savait pour Camille? Pour Lucas? Est-ce que toute sa famille était au courant? Est-ce que j'étais la seule idiote dans cette histoire? Le 3e jour, j'ai pris une décision. Je devais en savoir plus. Je devais voir cette femme, cette Camille. Je devais comprendre qui elle était, ce qu'elle avait que je n'avais pas. J'ai quitté l'hôpital plus tôt que d'habitude. Je dois passer à la pharmacie, ai-je dit à Renaud. Bien sûr. À demain, ma chérie. Je suis montée dans ma voiture. J'ai tapé l'adresse dans mon GPS. Fontainebleau, rue des Sablons, appartement numéro 12. L'adresse que j'avais trouvée sur les factures de loyer. Le trajet a duré 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles j'ai pensé à ce que j'allais faire. Allais-je sonner à sa porte? Me présenter? Lui dire que j'étais l'autre femme? Allais-je simplement la regarder de loin? Voir à quoi elle ressemblait dans la vraie vie et non sur une photo? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je devais y aller. Fontainebleau est une ville charmante, élégante, bourgeoise. La rue des Sablons était calme, bordée d'arbres, des immeubles haussmanniens avec des balcons en fer forgé. J'ai garé ma voiture en face du numéro 12. Un bel immeuble. 5 étages, une porte en bois massif, une plaque en cuivre avec les noms des résidents. J'ai cherché le nom Dubois. 3e étage, porte gauche. Je suis resté dans ma voiture. J'attendais. Quoi? Je ne savais pas. Peut-être espérais-je la voir sortir. Peut-être voulais-je juste être près d'elle. Comprendre quelque chose que je ne comprenais pas encore. 2 heures ont passé. J'ai vu des gens entrer et sortir de l'immeuble. Des jeunes, des vieux, des familles, avec des enfants. Mais pas Camille. Et puis, vers 16 heures, la porte s'est ouverte. Elle est sortie. Je l'ai reconnue immédiatement. La femme de la photo. Mais plus vieille maintenant. Elle devait avoir une 50aine d'années. Les cheveux toujours blonds mais plus courts. Le visage marqué par le temps mais toujours beau. Elle portait un tailleur bleu marine, des talons, un sac à main en cuir. Elle avait l'air d'une femme qui allait au travail ou à un rendez-vous important. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende de l'autre côté de la rue. Elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus. Elle a attendu. Elle regardait son téléphone. J'aurais pu sortir de ma voiture. J'aurais pu traverser la rue. J'aurais pu lui parler. Mais je suis restée figée, incapable de bouger. Le bus est arrivé. Elle est montée. Le bus est reparti. Et je suis restée là, seule dans ma voiture, tremblante. J'avais vu la femme que Renaud aimait. La femme pour qui il mentait depuis 15 ans. La femme pour qui il avait construit une vie parallèle. Elle n'était pas extraordinairement belle. Elle n'était pas jeune. Elle n'était pas différente de moi. C'était juste une femme normale, qui prenait le bus, qui allait travailler, qui vivait sa vie. Alors pourquoi? Pourquoi Renaud l'avait-il choisie? Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Je suis sortie de ma voiture. J'ai traversé la rue. Je me suis approchée de l'immeuble. J'ai regardé les boîtes aux lettres. Dubois. 3e étage. J'aurais pu sonner, monter, voir l'appartement. Peut-être même rencontrer Lucas s'il était là. Mais j'ai reculé. Ce n'était pas encore le moment.
Je suis remontée dans ma voiture. J'ai roulé sans but pendant 1 heure, dans les rues de Fontainebleau, devant le château, dans le parc, des rues où Renaud avait marché avec elle, des endroits où ils avaient peut-être ri ensemble, où il l'avait peut-être embrassée. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis rentrée à Versailles à la nuit tombée. La maison était froide, vide. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à un décor, à un mensonge architectural. J'ai regardé autour de moi. Chaque meuble, chaque objet, chaque photo sur les murs, notre mariage, nos voyages, nos sourires. Tout était faux. Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire de Renaud. Ses costumes, ses chemises, ses cravates, tout impeccablement rangé. J'ai fouillé dans les poches de ses vestes, de ses pantalons, des tickets de caisse, des reçus de restaurant, des notes griffonnées sur des bouts de papier. Rappelez C. Anniversaire L. 15 mars. Dire à J que je rentre vendredi. Des petits morceaux de sa double vie, éparpillés dans nos affaires communes. Comment avais-je pu ne rien voir? J'ai ouvert le tiroir de sa table de nuit. Des médicaments, des lunettes de lecture, un livre et une enveloppe blanche, cachetée, avec un nom écrit dessus. Lucas. Mes mains tremblaient en la prenant. Elle était lourde, épaisse, comme si elle contenait plusieurs pages. J'ai hésité. C'était une lettre privée, adressée à son fils. Je n'avais pas le droit de l'ouvrir, mais il m'avait menti pendant 38 ans. Je crois que j'avais gagné le droit de violer sa vie privée. J'ai décacheté l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, plusieurs pages, écrites à la main. Mon cher Lucas, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. J'ai voulu t'écrire ces mots depuis longtemps, pour t'expliquer, pour te dire la vérité, pour que tu comprennes. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon fils, mon sang, mon héritage, la seule chose dont je sois vraiment fière dans ma vie. Ta mère, Camille, est la femme que j'ai aimée dès le premier regard. Quand je l'ai rencontrée à Lisbonne, j'étais déjà mariée. J'aurais dû partir, j'aurais dû rester fidèle. Mais je n'ai pas pu. Avec elle, j'étais vivant. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complet. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai été le plus heureux des hommes. J'allais être père, j'allais avoir un fils, mais je ne pouvais pas quitter Jeanne. Pas à ce moment-là. Elle venait d'apprendre qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle était brisée. Si je l'avais quittée alors, elle se serait effondrée. Alors j'ai choisi de vivre 2 vies. Ce n'était pas courageux, ce n'était pas honorable, mais c'était ce que je pouvais faire. J'ai essayé de vous donner le meilleur, à toi, à ta mère. J'ai travaillé dur pour que vous ne manquiez de rien, pour que tu aies une belle éducation, pour que tu puisses devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas été un père présent. Je n'étais là qu'1 jour par semaine, quelques week-ends par an. Mais chaque moment avec toi comptait. Chaque sourire de toi illuminait ma vie. Tu ressembles tellement à moi. Tu as mon visage, mon caractère, mon ambition. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Tout ce que j'ai t'appartient. La maison de Versailles, mes comptes, mes placements, tout. J'ai fait un testament, tout est pour toi. Jeanne est une bonne femme. Elle a été une bonne épouse, mais elle a son propre argent, l'héritage de son père, sa retraite. Elle n'a pas besoin de plus. Toi, tu as besoin de commencer ta vie d'adulte, d'acheter un appartement, de créer ton entreprise, de construire ton avenir. C'est mon devoir de père de t'aider, même après ma mort. Ne te sens pas coupable. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai fait des choix difficiles, des choix que je ne regrette pas. Je t'aime, mon fils. Sois heureux, sois fort, sois l'homme que j'ai toujours voulu être, ton père, Renaud. J'ai lu cette lettre 3 fois. Chaque mot était un coup de poignard. Il ne regrettait rien. Il avait tout planifié, jusqu'au bout. Il allait me laisser sans rien. Après 38 ans de mariage, elle a son propre argent. Oui, l'héritage de mon père, celui qui avait servi à acheter cette maison qu'il allait léguer à son fils. Elle a été une bonne épouse, pas l'amour de ma vie, pas la femme que j'ai aimée, juste une bonne épouse, comme on parlerait d'une employée compétente. J'ai replié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe, je l'ai replacée dans le tiroir, et j'ai compris quelque chose de fondamental. Renaud n'était pas un homme faible qui avait fait une erreur, qui s'était laissé emporter par une passion, qui était déchiré entre 2 amours. Non, Renaud était un homme égoïste, calculateur, qui avait pris ce qu'il voulait de chaque femme sans se soucier des conséquences. De moi, il avait pris la stabilité, le confort, l'argent, la respectabilité.
De Camille, il avait pris l'amour, la passion, le fils, et il s'était organisé pour ne renoncer à rien. Je me suis assise sur le lit, notre lit, celui où nous avions dormi pendant 38 ans, et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti autre chose, une clarté, froide, dure, impitoyable. Je voyais tout maintenant, tout était clair. Renaud m'avait volé ma vie. Il m'avait fait croire que j'étais aimée alors que j'étais juste utile. Il m'avait fait croire que nous construisions une vie ensemble alors qu'il en vivait une autre en parallèle. Il m'avait fait croire que notre mariage avait un sens alors que pour lui, ce n'était qu'un arrangement pratique. Et maintenant, il voulait me prendre même ce qui me restait. Ma maison, mon héritage, mon avenir, pour tout donner à un fils que je ne connaissais pas. Non, cette fois, non. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au miroir de la chambre. J'ai regardé cette femme de 68 ans, cette femme qui avait été trahie, utilisée, méprisée, et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la détermination. Renaud sortait de l'hôpital le lendemain. Il allait rentrer à la maison, dans notre lit, dans notre vie, et il allait continuer à mentir, à manipuler, à organiser sa double vie, à moins que je ne fasse quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation de calme, pas la paix, non, quelque chose de plus froid, de plus dur, la certitude que ma vie allait changer. Aujourd'hui, maintenant, je me suis habillée avec soin, un tailleur gris perle que Renaud m'avait offert il y a 5 ans, des chaussures à talons, du rouge à lèvres, mes boucles d'oreilles en perles. Je voulais avoir l'air digne, forte, pas comme une victime. J'ai regardé la maison une dernière fois avant de partir. Cette maison que nous avions achetée ensemble, que nous avions meublée, où nous avions vécu toutes ces années. Je me demandais si j'y reviendrais, si tout serait différent après aujourd'hui. À l'hôpital, Renaud était déjà habillé, assis dans un fauteuil. Il attendait les papiers de sortie. Il a souri en me voyant. « Tu es belle aujourd'hui. »« Merci. » J'ai signé les documents, écouté les recommandations des médecins, pris les ordonnances, repos complet pendant 3 semaines, éviter tout stress, suivre scrupuleusement le traitement, revenir pour un contrôle dans 15 jours. Renaud a hoché la tête à tout. Il avait l'air soulagé, heureux de rentrer. J'ai hâte de retrouver notre maison, notre lit, notre vie, notre vie. Ces mots résonnaient différemment maintenant. Dans la voiture, il a posé sa main sur la mienne. « Merci d'être là, Jeanne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Moi non plus. Ma voix était neutre, plate. Il n'a rien remarqué. Quand nous sommes arrivés à la maison, je l'ai aidé à monter les escaliers. Lentement. Il était encore faible. « Va t'installer au salon », ai-je dit. « Je vais préparer du thé. » Avec plaisir. Il s'est assis dans son fauteuil préféré, celui en cuir marron près de la fenêtre, celui où il lisait son journal tous les dimanches. J'ai préparé le thé. 2 tasses. Comme toujours. Je les ai apportées sur un plateau, avec des biscuits. Je me suis assise en face de lui, sur le canapé. Il a bu une gorgée de thé. C'est bon d'être à la maison. Oui, j'ai attendu qu'il finisse son thé. J'ai attendu le bon moment, le moment où il serait détendu, sans défense. Renaud. Oui, ma chérie? Il faut qu'on parle. Quelque chose dans ma voix a dû l'alerter. Il a posé sa tasse. Il m'a regardé avec attention. De quoi veux-tu parler? De Camille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Quoi? Camille Dubois, Fontainebleau, rue des Sablons, appartement numéro 12. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il cherchait ses mots. Je ne... Comment? Et Lucas, ton fils, né le 15 mars 2007. Ses mains ont commencé à trembler. Il a essayé de se lever, mais ses jambes ne le portaient pas. Jeanne, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que tu as une double vie depuis 15 ans? Que tu as un fils avec une autre femme? Que tu m'as menti chaque jour de notre mariage? Ma voix était calme, trop calme, glaciale. Comment as-tu su? La cave, le jour de ta crise cardiaque. J'ai trouvé la clé. Je suis descendue. Il a fermé les yeux, comme si fermer les yeux pouvait effacer cette conversation. Mon Dieu, il n'y a pas de Dieu dans cette histoire, Renaud. Juste toi, tes mensonges, et moi qui ai été assez stupide pour te croire. Il a secoué la tête. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Alors explique-moi. Explique-moi les photos, les lettres, les relevés bancaires, le testament. Le testament. Ce mot l'a fait sursauter. Tu as lu? Oui, j'ai tout lu, tout vu. Je sais tout. Il a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, d'une voix brisée, « Je suis désolé.
désolé. Après 38 ans de mensonges, après une vie entière volée, il était désolé. Depuis quand? Ai-je demandé. Quoi? Depuis quand me trompes-tu? Il a hésité, puis il a compris qu'il ne servait plus à rien de mentir. Depuis notre voyage à Lisbonne, notre anniversaire de mariage, il y a 18 ans. 18 ans, pas 15, 18. Tu l'as rencontrée pendant notre voyage d'anniversaire? Oui, dans un café. Elle était seule. Elle lisait un livre. Je suis allée lui parler, pendant que je dormais à l'hôtel. Oui, j'ai pris une profonde inspiration, pour ne pas hurler. Et tu as commencé une liaison. Oui, on s'est revus à Paris, puis à Fontainebleau. Elle habitait là. Elle travaillait dans une galerie d'art. Et tu es tombé amoureux. Oui, ce « oui » m'a fait plus mal que tout le reste. Il ne l'a pas nié. Il ne l'a pas minimisé. Il était tombé amoureux. D'elle, pas de moi. Et quand elle est tombée enceinte, j'étais heureux, terrifié, mais heureux. J'allais être père, pendant que moi je pleurais de ne pas pouvoir te donner d'enfant. Je sais, c'était terrible, mais je ne pouvais pas te le dire. Tu aurais été anéanti. Il pensait à me protéger. Quelle ironie. Alors tu as décidé de garder les deux, elle et moi. Je ne pouvais pas choisir. Toi, tu étais ma femme, ma vie stable, mon ancrage, et elle était tout le reste. Tout le reste, l'amour, la passion, le bonheur. Moi, j'étais juste l'ancrage, la stabilité, l'arrangement pratique. Et le testament, tu allais vraiment tout lui laisser? À lui? Il a hoché la tête lentement. C'est mon fils, Jeanne, mon seul enfant. Je voulais qu'il soit à l'abri, qu'il puisse construire sa vie. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Tu as l'héritage de ton père, ta retraite. Cette maison a été achetée avec l'argent de mon père. Chaque meuble ici vient de mon héritage. Et tu voulais tout donner à ton fils? Il n'a rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à répondre. Combien? Ai-je demandé. Quoi? Combien d'argent lui as-tu donné en 15 ans? 2000 € par mois, parfois plus. Pour Noël, pour son anniversaire, pour les vacances, j'ai fait le calcul. Plus de 400 000 €, je suppose, pendant que je me privais, pendant que je comptais chaque centime pour nos vacances, pour notre retraite. Il a fermé les yeux. Je sais que j'ai mal agi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je les aimais tous les deux, toi et lui, elle et lui, tous les deux, pas moi seul, les deux. Il m'avait mise sur le même plan qu'un fils qu'il voyait une fois par semaine. Est-ce que ta sœur sait? Il a hoché la tête. Oui, bien sûr, tout le monde savait, sauf moi, la pauvre Jeanne, l'idiote, celle qui souriait pendant que son mari la trahissait. Est-ce que tu l'as déjà amenée ici? Non, jamais. Cette maison, c'était la nôtre. Quelle noblesse! Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu des larmes. Je t'ai aimée, Jeanne. À ma façon, tu étais importante pour moi. Importante. Pas essentielle, pas irremplaçable, juste importante. Ce n'est pas ça? Alors quoi? Explique-moi. Fais-moi comprendre comment un homme peut mentir à sa femme pendant 38 ans et prétendre qu'il l'aime. Il n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse satisfaisante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A-t-il finalement demandé. Dis-moi, je ferai tout. Tout? Tu vas quitter Camille, renier ton fils, changer ton testament? Le silence a été ma réponse. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne voulait pas faire ça. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en me levant. Où vas-tu? Me promener, réfléchir. Jeanne, ne pars pas. On doit parler de tout ça. Trouver une solution. Une solution. Quelle solution pourrait réparer 38 ans de mensonges? Le médecin a dit que tu devais éviter le stress, ai-je dit en prenant mon manteau. Alors repose-toi. Je reviens plus tard. Jeanne, s'il te plaît. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai marché dans les rues de Versailles pendant des heures, devant le château, dans les jardins, le long des bassins, des endroits où nous avions marché ensemble, où nous avions été heureux, ou du moins où j'avais cru que nous étions heureux. Les gens me croisaient, des familles, des couples, des touristes qui prenaient des photos. Ils me voyaient comme une vieille dame élégante qui se promenait tranquillement. Ils ne voyaient pas que ma vie venait de s'effondrer. J'ai pensé à partir, tout quitter, prendre ma voiture et rouler jusqu'à la mer, commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais où irais-je? J'avais 68 ans, pas de famille, pas d'amis proches, juste une vie qui s'était construite autour d'un homme qui n'avait jamais été vraiment mien. J'ai pensé à me battre, appeler un avocat, contester le testament, réclamer ma part, dénoncer ces mensonges. Mais pourquoi? Pour garder une maison remplie de souvenirs faux? Pour rester mariée à un homme qui en aimait une autre?
J'ai pensé à me venger, aller voir Camille, tout lui dire, briser leur bulle, leur faire mal comme il m'avait fait mal. Mais à quoi bon? La vengeance ne réparerait rien. Elle me rendrait juste aussi mesquine que lui. Alors j'ai pensé à la seule chose qui me restait, ma dignité. Je suis rentrée à la maison au coucher du soleil. Renaud était toujours au salon. Il n'avait pas bougé. Il avait pleuré. Ses yeux étaient rouges. « Jeanne, je vais préparer le dîner », ai-je dit calmement. « On peut parler ?» « Il n'y a plus rien à dire, Renaud. J'ai préparé une soupe, du pain, une salade. Nous avons mangé en silence. Chaque bouchée me pesait, mais je mangeais, parce que la vie continuait. Malgré tout, après le dîner, je suis montée dans la chambre d'amis. « Tu ne dors pas avec moi ?» a-t-il demandé du bas de l'escalier. « Non. Jeanne, s'il te plaît. Bonne nuit, Renaud. » J'ai fermé la porte. Je me suis allongée sur le lit, et pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi. Pas bien, pas profondément, mais j'ai dormi, parce que j'avais pris ma décision. Je ne partirai pas, je ne me vengerai pas, je ne me battrai pas, je ferai quelque chose de plus puissant, je lâcherai prise. Les jours suivants ont été étranges. Nous vivions dans la même maison, nous mangions aux mêmes heures, nous parlions de choses banales. « Tu as pris tes médicaments ? Oui. Tu veux que je prépare du poisson ce soir ? Comme tu veux. » Mais entre nous, il y avait un gouffre, un silence épais, lourd, insupportable. Renaud essayait de me parler, de s'expliquer, de me demander pardon. « Jeanne, on ne peut pas continuer comme ça. » Je sais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis. Et je réfléchissais. Vraiment. Je passais mes journées à marcher dans le jardin, à regarder le magnolia qui perdait ses feuilles, à écouter le silence de cette maison qui n'était plus un foyer. J'ai pensé à ma vie, à tout ce que j'avais été, à tout ce que je n'étais plus. J'avais été professeur, une bonne professeure. Mes élèves m'aimaient bien. Ils me respectaient. J'avais transmis quelque chose, la littérature, l'amour des mots, la beauté des histoires. J'avais été une fille aimante. J'avais pris soin de mes parents jusqu'à leur mort. Mon père m'avait laissé son héritage en me disant « Sois heureuse, ma petite, c'est tout ce que je veux pour toi. » J'avais essayé d'être heureuse, avec Renaud, dans cette maison, dans cette vie. Mais le bonheur construit sur un mensonge n'est pas vraiment du bonheur. C'est juste une illusion qui finit toujours par se briser. J'ai pensé aussi à ce que je voulais maintenant. Pas ce que je devais faire, pas ce qu'on attendait de moi, mais ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais rester mariée à Renaud? Continuer à vivre dans cette maison en faisant semblant? Pardonner et oublier comme si rien ne s'était passé? Non. Est-ce que je voulais me battre? Traîner Renaud devant un juge? Récupérer chaque centime? Détruire sa réputation? Faire en sorte qu'il paie pour ce qu'il m'avait fait? Non plus, parce que la vengeance ne m'intéressait pas. La colère brûle celui qui la porte plus que celui contre qui elle est dirigée. Et je ne voulais plus brûler. J'avais assez souffert. Ce que je voulais, c'était simple. Je voulais ma liberté. Je voulais partir, recommencer, vivre ce qu'il me restait de vie sans mensonge, sans douleur, sans le poids de cette trahison. Mais pour partir, il fallait que je sois claire, lucide, que je prenne les bonnes décisions. Un matin, j'ai appelé un avocat, Maître Beaumont, une femme que j'avais connue autrefois, une ancienne élève devenue une avocate respectée. « Jeanne ? Quelle surprise! Comment allez-vous? J'ai besoin de vos conseils, maître. C'est personnel. Bien sûr, venez me voir demain à mon cabinet. 15 heures, ça vous convient? Parfait. Je ne l'ai pas dit à Renaud. Je lui ai simplement annoncé que je sortais. Où vas-tu? Voir une amie. Un mensonge. Mon premier vrai mensonge en 38 ans de mariage. Et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Le cabinet de Maître Beaumont était élégant, moderne, des meubles en verre et en acier, des tableaux contemporains au mur. Elle m'a accueilli chaleureusement. « Madame Giroux, vous n'avez pas changé, toujours aussi élégante. Merci, maître. Vous aussi. » Nous nous sommes assises. Elle m'a offert du thé. « Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai respiré profondément. Puis, je lui ai tout raconté. Renaud, Camille, Lucas, les 15 ans de mensonges, le testament, les 400 000 € donnés à l'autre famille. Elle m'a écouté sans m'interrompre, en prenant des notes. Son visage restait professionnel, mais je voyais la compassion dans ses yeux. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. « Je suis vraiment désolée, Jeanne. Vraiment. Merci. Mais je ne suis pas venue pour chercher de la compassion. Je suis venue pour savoir ce que je peux faire. Légalement. » Elle a hoché la tête. « Vous avez plusieurs options. Je vous écoute. Premièrement, le divorce. Vous avez toutes les preuves nécessaires. Adultère, détournement de fonds conjugaux.
Vous pouvez demander des dommages et intérêts substantiels. Combien de temps prendrait un divorce? Entre 1 an et 2 ans. Peut-être plus s'il conteste. 1 an, 2 ans. À me battre, à revivre cette douleur devant un juge, à étaler ma vie privée dans un tribunal. Non, je ne voulais pas ça. Deuxièmement, vous pouvez contester le testament. Cette maison a été achetée avec votre héritage. Vous avez des droits. Nous pouvons faire annuler le testament et vous assurer de garder vos biens. Et si je ne veux pas de procès? Elle m'a regardé avec surprise. Vous ne voulez pas vous battre? Non. Je veux partir, proprement, dignement, sans violence. Elle a réfléchi un moment. Alors, il faut négocier. Un partage à l'amiable. Vous récupérez votre héritage, la maison, vos comptes, et vous le laissez partir. C'est possible? Tout est possible si les 2 parties sont d'accord. Mais il faudra qu'il accepte de modifier son testament, de renoncer à vos biens. Et si je ne veux pas la maison? Elle a froncé les sourcils. Comment ça? Cette maison est remplie de mensonges. Je ne veux plus y vivre. Je veux vendre, partir, recommencer ailleurs. Alors nous vendons la maison. Vous récupérez votre part, plus les dommages pour les années de tromperie. Et vous partez. Sans procès? Si Renaud est intelligent, il acceptera. Sinon, vous avez assez de preuves pour le ruiner devant un juge. J'ai souri, pour la première fois depuis des jours. Préparez les documents, maître, je vais lui parler. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. Un pot-au-feu. Le plat préféré de Renaud. Celui que je lui faisais quand il rentrait fatigué. Nous avons mangé en silence. Puis j'ai posé ma fourchette. Renaud. Oui, j'ai vu un avocat aujourd'hui. Son visage s'est décomposé. Tu vas demander le divorce? Oui. Il a fermé les yeux. Ses mains tremblaient. Je comprends. Mais je ne veux pas de procès. Je ne veux pas de bataille. Je veux juste partir. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que nous vendions cette maison. Je récupère ma part, mon héritage, ce qui me revient de droit. Toi, tu gardes tes comptes, tes placements, et tu fais ce que tu veux avec. Donne tout à Lucas si tu veux. Ça ne me regarde plus. Il a réfléchi, lentement, comme s'il pesait chaque mot. Et après, je pars. Tu vis ta vie avec Camille, officiellement cette fois, sans mensonge. Tu ne veux pas essayer? Reconstruire? J'ai secoué la tête doucement. Il n'y a rien à reconstruire, Renaud. Il n'y a jamais rien eu. Juste un mensonge. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je t'ai aimée, Jeanne, à ma façon. Je sais, mais ta façon n'était pas assez. Il a baissé la tête. Il pleurait maintenant. Des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Je suis désolée, tellement désolée. Et pour la première fois, je crois qu'il l'était vraiment. Pas désolé de m'avoir trompée. Mais désolé d'avoir été découvert. Désolé de perdre son confort. Désolé que son arrangement parfait s'effondre. Acceptes-tu mes conditions? Ai-je demandé calmement. Il a hoché la tête sans lever les yeux. Oui, bien. Mon avocat préparera les documents. Nous signerons. Et ce sera fini. Où iras-tu? Je ne sais pas encore, loin. Quelque part où je pourrais respirer. Il a essayé de me prendre la main. Je l'ai retirée. S'il te plaît, Jeanne, laisse-moi au moins. Non. Ne me touche plus. Ne me parle plus. Nous vivrons ici en colocataire jusqu'à la vente de la maison. Puis, nous ne nous reverrons plus jamais. Il a compris. Il a vu dans mes yeux que c'était fini. Vraiment fini. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Parce que j'avais repris le contrôle. Parce que j'avais choisi. Parce que j'avais agi. Les semaines suivantes ont été mécaniques. L'avocat a préparé les documents. Renaud a signé sans protester. Nous avons mis la maison en vente. Les acheteurs sont venus. Un jeune couple, avec un bébé. Ils regardèrent le magnolia dans le jardin avec émerveillement. « C'est magnifique », disait la jeune femme. « On sera heureux ici. » J'ai souri. J'espérais qu'il le serait, qu'il construirait de vrais souvenirs, de vraies joies, pas des mensonges dorés. J'ai trié mes affaires. J'ai gardé peu de choses. Mes livres, mes photos de famille, quelques vêtements. Le reste, je l'ai donné. Les roses blanches dans le vase, je les ai jetées. Les photos de nous, je les ai brûlées dans la cheminée. Cette vie, je la laissais derrière moi. Le jour de la signature, chez le notaire, Renaud portait un costume sombre. Il avait maigri, vieilli. Ses cheveux étaient un plus gris, son visage plus creusé, la maladie ou la culpabilité. Je ne savais pas. Nous avons signé les documents. Le notaire a enregistré la vente. L'argent a été viré sur nos comptes respectifs. Dehors, sur le trottoir, Renaud s'est tourné vers moi. « Où vas-tu maintenant? Ça ne te regarde plus. Jeanne, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? » J'ai réfléchi, honnêtement.
Je ne sais pas, Renaud. Peut-être, un jour, quand tout ça sera loin derrière moi, quand je me serai reconstruite, peut-être que je pourrai pardonner. Mais oublier, jamais. Il a hoché la tête, il a tendu la main. Je ne l'ai pas prise. Adieu, Renaud. Adieu, Jeanne. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré, j'ai roulé sans me retourner. Derrière moi, 38 ans de vie. Devant moi, l'inconnu. Mais pour la première fois depuis si longtemps, je me sentais légère, libre, vivante. J'ai loué un petit appartement à Nice, face à la mer, 2 pièces, un balcon où je pouvais voir le soleil se lever sur la Méditerranée. C'était modeste, simple, mais c'était à moi, vraiment à moi. Les premiers mois ont été étranges. Je me réveillais le matin et je regardais autour de moi, surprise de ne pas reconnaître les murs. Puis je me souvenais, j'étais partie, j'avais recommencé. J'ai meublé l'appartement lentement, avec soin. Chaque objet avait du sens. Chaque couleur me plaisait vraiment. Un canapé bleu ciel, des rideaux blancs qui dansaient dans la brise marine, des étagères pour mes livres, une petite table sur le balcon où je prenais mon café le matin. J'ai commencé à marcher sur la promenade des Anglais, tous les jours, pendant des heures. Je regardais les vagues, les mouettes, les gens qui passaient, les enfants qui jouaient sur les galets. Et lentement, très lentement, quelque chose en moi commençait à guérir. Je me suis inscrite à des cours, de peinture, d'italien, de yoga, des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire, ou que je n'avais jamais osé faire, parce que j'avais toujours vécu pour quelqu'un d'autre. J'ai rencontré des gens, d'autres femmes de mon âge, certaines veuves, d'autres divorcées, d'autres qui avaient choisi de vivre seules. Nous prenions le thé ensemble, nous parlions de nos vies, de nos douleurs, de nos renaissances. Tu as du courage, m'a dit un jour Françoise, une femme de 72 ans qui avait quitté son mari après 40 ans de mariage. Beaucoup de femmes restent, par peur, par habitude, par manque de moyens. J'ai eu de la chance, avais-je répondu. J'avais les moyens de partir. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de force, et tu l'as eue. Pendant les 6 premiers mois, je n'ai eu aucune nouvelle de Renaud. Rien, pas un appel, pas un message, pas une lettre. C'était mieux ainsi. Nous nous étions dit adieu. C'était fini. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de fil. Marianne, la sœur de Renaud. Jeanne, c'est Marianne. Sa voix était hésitante, mal à l'aise. Bonjour Marianne. Je voulais prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien même. Un silence. Je suis désolée, Jeanne. Pour tout. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû... Tu savais. Oui, je savais. Depuis le début. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a hésité. Puis elle a soupiré. Parce que c'est mon frère. Parce que je pensais que ce n'était pas mon rôle. Parce que, je ne sais pas. J'avais tort. Je le sais maintenant. Pourquoi m'appelles-tu aujourd'hui? Nouveau silence. Plus long cette fois. Parce que Renaud ne va pas bien. Mon cœur s'est serré. Malgré tout. Malgré la trahison. Malgré la douleur. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une autre crise cardiaque. Il y a 3 semaines. Plus grave que la première. Il est sorti de l'hôpital maintenant, mais les médecins disent que son cœur est très fragile, qu'il doit se ménager. Il vit avec Camille maintenant? Oui. Il a déménagé à Fontainebleau, dans son appartement. Donc il avait fait ce que j'avais dit. Il vivait officiellement avec elle, sans plus se cacher. Et comment ça se passe? Marianne a soupiré à nouveau. Pas bien du tout. Elle m'a raconté. Renaud avait emménagé chez Camille 2 mois après notre séparation. Il avait apporté ses affaires, ses livres, ses vêtements. Il avait présenté la situation comme temporaire à Lucas, juste le temps que je me remette. Puis, je chercherai un appartement pour nous. Mais Lucas n'avait pas bien réagi. Le garçon avait 18 ans maintenant. Il venait de commencer ses études à l'université. Il avait sa vie, ses amis, ses habitudes. Et soudain, son père débarquait, définitivement, avec ses valises, ses médicaments, ses problèmes de santé. Lucas s'est senti envahi, m'a expliqué Marianne. Il avait toujours eu Renaud en pointillé, 1 jour par semaine, quelques week-ends. C'était gérable. Mais là, Renaud était là tout le temps. Les tensions avaient commencé rapidement. Renaud voulait être un vrai père, présent, impliqué. Il posait des questions sur les études de Lucas, sur ses sorties, sur ses amis. Où vas-tu? Avec qui? À quelle heure rentres-tu? Lucas supportait mal ce contrôle soudain. Tu n'as jamais été là avant. Pourquoi maintenant? Les disputes étaient devenues fréquentes, violentes parfois. Tu ne peux pas débarquer dans ma vie comme ça et jouer au père. Je suis ton père. Un père qui n'était là qu'1 jour par semaine.
Un père qui vivait avec une autre femme. Camille avait essayé de jouer les médiatrices, mais elle aussi commençait à fatiguer. Parce que Renaud n'était plus l'homme charmant qui venait les voir une fois par semaine. L'homme qui apportait des cadeaux, qui les emmenait au restaurant, qui repartait avant que les tensions ne s'installent. Non. Maintenant, Renaud était un homme malade, fatigué, dépressif, qui passait ses journées dans le canapé, qui se plaignait de ses douleurs, qui ne travaillait plus. Il a pris sa retraite anticipée à cause de sa santé, m'a expliqué Marianne. Mais l'argent manque. Camille doit payer le loyer toute seule maintenant. Les courses, les factures, elle travaille beaucoup pour compenser. Et l'argent de la vente de la maison, ai-je demandé. Il en a donné une partie à Lucas, pour ses études, pour qu'il s'achète une voiture. Le reste, je ne sais pas. Je crois qu'il vit avec ça. Mais ça diminue vite. Donc l'argent qu'il avait tant voulu garder pour son fils disparaissait. Et Lucas le dépensait sans vraiment apprécier. Parce que l'argent ne remplace pas une présence, une vraie présence. Et Camille, comment va-t-elle? Marianne a hésité. Je ne devrais pas dire ça, mais elle regrette. Elle me l'a confié un jour. Elle aimait leur arrangement. Renaud qui venait la voir, qui repartait, qui lui donnait de l'argent, qui était attentionné parce qu'il ne la voyait qu'en pointillé. Maintenant qu'il est là tout le temps, ce n'est plus pareil. Bien sûr, l'amour en pointillé est toujours plus facile, plus romantique. On ne voit que le meilleur. On évite la routine, les disputes, l'ennui. Camille découvrait maintenant le quotidien, le vrai, avec un homme malade, dépendant, qui n'était plus le prince charmant des jeudis soirs. Elle m'a dit quelque chose d'étrange, a continué Marianne. Elle m'a dit, je comprends maintenant pourquoi il restait avec Jeanne. La stabilité, le confort, la tranquillité. J'ai souri, amèrement. Donc Camille comprenait. Maintenant qu'elle vivait avec Renaud au quotidien, elle comprenait ce que moi j'avais vécu pendant 38 ans. La différence, c'est que moi, je ne savais pas qu'il en aimait une autre. Elle le savait. Et elle l'avait quand même voulu. Pourquoi me racontes-tu tout ça, Marianne? Elle a soupiré. Parce que Renaud parle de toi, souvent. Il dit qu'il a tout perdu, que tu étais la seule femme qu'il aimait vraiment, sans condition, que Camille ne l'aime que quand c'est facile. Quelle ironie. Il avait trahi la femme qu'il aimait vraiment pour une femme qu'il aimait en pointillé. Et maintenant qu'il vivait avec celle qu'il croyait aimer, il découvrait que l'amour au quotidien, c'est difficile, exigeant, fatigant. Il voulait que je t'appelle, a dit Marianne. Il voulait savoir si tu accepterais de le voir. J'ai ri, un rire triste. Non, Marianne, je ne veux pas le voir. Il dit qu'il a besoin de te parler, qu'il a des choses à te dire. Il a eu 38 ans pour me parler. C'est trop tard maintenant. Je comprends. Je lui dirai. Un silence. Tu es heureuse, Jeanne? M'a-t-elle demandé doucement. Oui, pour la première fois depuis très longtemps, je suis heureuse. Je suis contente pour toi. Vraiment. Merci, Marianne. Nous avons raccroché. Je suis sortie sur mon balcon. J'ai regardé la mer, les vagues qui se brisaient sur les galets, le soleil qui commençait à descendre vers l'horizon. Je pensais à Renaud, dans cet appartement à Fontainebleau, avec la femme qu'il croyait aimer, avec le fils qu'il ne connaissait pas vraiment. Il avait tout eu, 2 femmes, 2 vies, 2 familles. Et maintenant qu'il ne pouvait plus jongler, maintenant qu'il devait choisir, il découvrait que ce qu'il avait choisi n'était pas ce qu'il croyait. La vie lui rendait ce qu'il avait donné. Il avait menti, manipulé, utilisé. Et maintenant, il était seul, vraiment seul, même entouré de Camille et Lucas. Parce que l'amour construit sur le mensonge ne tient jamais vraiment. Je ne ressentais pas de joie, pas de satisfaction. Juste une forme de justice, naturelle, inévitable. Il avait fait des choix. La vie lui montrait les conséquences. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une autre nouvelle. Par hasard, en lisant le journal local de Versailles sur Internet. Un avis de décès. Renaud Moreau, décédé le 12 octobre à l'âge de 73 ans. Ses obsèques auront lieu le 15 octobre à Fontainebleau. Mon cœur s'est serré. Malgré tout, il était mort, seul, loin de moi, dans cette vie qu'il avait choisie. Je ne suis pas allée à l'enterrement, pas par rancune, pas par méchanceté, mais parce que ce n'était plus ma place. J'avais quitté cette vie. Je n'y appartenais plus. J'ai allumé une bougie sur mon balcon, ce soir-là, en regardant la mer, et j'ai pensé à lui, au jeune homme élégant que j'avais rencontré dans cette galerie d'art il y a si longtemps, à toutes les années que nous avions partagées, aux mensonges, aux douleurs, mais aussi aux quelques moments de vraie tendresse. Repose en paix, Renaud, ai-je murmuré. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne.
Lui avait donné du mensonge, il avait récolté la solitude. Moi, j'avais donné de l'amour sincère. Et même si cet amour avait été trahi, même si j'avais souffert, j'avais appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas contrôler ce que les autres nous font, mais on peut choisir comment on réagit. On peut choisir la dignité plutôt que la vengeance. On peut choisir de partir plutôt que de s'autodétruire. On peut choisir de recommencer plutôt que de rester prisonnière du passé. Renaud avait passé sa vie à vouloir tout avoir, et il avait fini par tout perdre. Moi, j'avais accepté de perdre ce qui n'était qu'illusion, et j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, ma liberté, ma paix, moi-même. Cela fait 3 ans maintenant que je vis à Nice, 3 ans que j'ai quitté Versailles, que j'ai quitté Renaud, que j'ai quitté cette vie qui n'était pas vraiment la mienne. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Mes cheveux sont complètement blancs maintenant. Je les porte courts, libres, je ne les teins plus. Pourquoi cacher ce que je suis? Mon visage porte les marques du temps. Des rides autour des yeux, des rides autour de la bouche, mais ce ne sont plus des rides de tristesse, ce sont des rides de sourire, de rire, de vie vécue pleinement. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement face à la mer. Je prépare mon café, je m'installe sur mon balcon, je regarde le soleil se lever sur la Méditerranée, et je remercie la vie de m'avoir donné cette seconde chance. J'ai appris l'italien, pas parfaitement, mais assez pour converser, pour lire Dante dans le texte, pour comprendre les opéras que j'écoute maintenant. J'ai appris à peindre, des aquarelles, des paysages marins, des fleurs, rien de génial, mais ça me fait du bien, ça me calme. J'ai appris à vivre seul et à aimer cette solitude, parce que la solitude n'est pas la même chose que la solitude que je vivais dans mon mariage. Là-bas, j'étais seul même entouré, seul dans le mensonge, seul dans l'ignorance. Ici, je suis seul par choix, et cette solitude est remplie de lectures, de promenades, d'amitiés nouvelles, de petits bonheurs quotidiens. Je fais partie maintenant d'un club de lecture. Nous sommes 8 femmes, entre 60 et 80 ans. Nous nous retrouvons une fois par mois dans un café du Vieux-Nice. Nous parlons de livres, mais aussi de nos vies, de nos histoires. Chacune a la sienne, chacune a traversé quelque chose, et nous nous soutenons, sans jugement, sans pitié, juste avec de la compréhension. J'ai aussi rencontré quelqu'un, pas un homme. Je n'en veux plus, plus jamais. Non, une amie, une vraie amie. Elle s'appelle Claire, elle a 75 ans, elle est veuve depuis 10 ans. Son mari est mort d'un cancer. Elle l'a soigné jusqu'au bout. C'était un bon mari, me dit-elle souvent. Pas parfait, mais bon, honnête, fidèle. Je lui ai raconté mon histoire. Un jour, en marchant sur la plage, elle m'a écoutée, puis elle m'a pris la main. Tu as été courageuse, Jeanne. Beaucoup de femmes ne partent jamais. Je n'avais pas le choix. Si, tu avais le choix. Tu aurais pu rester, faire semblant, continuer à vivre dans le mensonge. Beaucoup le font. Pourquoi? Par peur, par habitude, par manque d'amour-propre. Toi, tu as choisi de t'aimer assez pour partir. M'aimer assez pour partir. Ces mots sont restés avec moi, parce que c'est exactement ça. J'ai appris à m'aimer, enfin, à 68 ans. Parfois, je pense encore à Renaud. Pas souvent. Mais parfois, je pense à ce qu'il est devenu dans ces derniers mois. Seul, malade, regrettant peut-être. Je ne lui en veux plus. La colère s'est dissipée avec le temps. Maintenant, je ressens juste de la tristesse. Pour lui, pour nous, pour toutes ces années gaspillées. Mais je ne regrette rien. Ni d'être parti, ni d'avoir choisi la dignité, ni d'avoir refusé de le revoir. Parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Je pense aussi parfois à Camille, à Lucas. Je me demande comment ils vont, si Lucas a fini ses études, s'il pense à son père, s'il comprend maintenant. Je me demande si Camille a trouvé la paix, ou si elle vit avec des regrets. Mais ce ne sont que des pensées fugaces, qui viennent et repartent comme les vagues sur le rivage. Ce qui compte vraiment, c'est maintenant. Ma vie aujourd'hui, ma paix aujourd'hui, mon bonheur aujourd'hui. J'ai appris quelque chose d'essentiel au cours de ces 3 années. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas effacer ce qui a été fait. On ne peut pas récupérer le temps perdu. Mais on peut choisir ce qu'on fait du temps qui reste. J'aurais pu rester amère, pleine de rancune, prisonnière de ma douleur. J'ai choisi de pardonner. Pas pour Renaud, mais pour moi. Parce que la rancune empoisonne celui qui la porte. Et je ne voulais plus être empoisonnée. J'ai appris aussi que l'amour véritable ne se mesure pas en années, ni en sacrifices, ni en souffrances endurées. L'amour véritable se mesure en honnêteté, en respect, en réciprocité,
Renaud ne m'a jamais vraiment aimé, pas de cette façon-là. Il m'a aimé comme on aime quelque chose d'utile, de confortable, de rassurant. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la commodité. Aujourd'hui, je m'aime moi-même, vraiment. J'aime cette femme que je suis devenue, cette femme libre, forte, sereine, une femme qui a su dire non, qui a su partir, qui a su recommencer. Le soir, sur mon balcon, je regarde souvent le coucher de soleil, le ciel qui s'embrase, orange, rose, violet, puis bleu nuit. Et je pense à toutes les femmes qui vivent ce que j'ai vécu, toutes ces femmes qui se taisent, qui endurent, qui font semblant, toutes ces femmes qui ont peur de partir, qui pensent qu'elles sont trop vieilles, trop pauvres, trop seules. Je voudrais leur dire quelque chose. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut recommencer à tout âge, que la liberté vaut tous les sacrifices. Je voudrais leur dire que oui, c'est difficile. Oui, c'est effrayant. Oui, on a peur de l'inconnu. Mais rester dans une vie qui nous détruit, c'est pire. Je voudrais leur dire qu'elles méritent mieux. Qu'elles méritent la vérité, le respect, l'amour véritable, et que si elles ne peuvent pas l'avoir avec quelqu'un d'autre, elles peuvent se le donner à elles-mêmes. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis choisie, enfin, après une vie passée à choisir les autres, à m'adapter, à me plier, à me taire. J'ai 71 ans. J'ai peut-être encore 10 ans à vivre, peut-être 15, peut-être 20 si j'ai de la chance. Mais ces années-là, elles sont à moi, vraiment à moi. Je ne les passerai pas à mentir, ou à vivre dans le mensonge de quelqu'un d'autre. Je les passerai à être moi, pleinement, honnêtement. Hier, j'ai reçu une lettre, de Lucas. Je ne sais pas comment il a trouvé mon adresse. Peut-être Marianne la lui a-t-elle donnée. Il écrivait « Madame Giroux, vous ne me connaissez pas. Je suis Lucas, le fils de Renaud. Je sais que ma simple existence vous a causé beaucoup de souffrance. Je sais que mon père vous a menti, trahi, abandonné. Je voulais vous dire que je suis désolé, même si je n'y suis pour rien. Je suis désolé que vous ayez dû souffrir à cause de notre existence. Mon père est mort il y a presque 3 ans maintenant. Avant de mourir, il parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez la meilleure personne qu'il ait jamais connue, qu'il avait tout gâché, qu'il vous avait perdu par sa propre faute. Je ne sais pas si cela vous console. Probablement pas. Mais je voulais que vous sachiez. Je voulais aussi vous dire que j'ai compris quelque chose en grandissant. Mon père n'a été un vrai père pour personne, ni pour moi, ni pour vous en tant qu'époux. Il était là, en pointillé, toujours entre deux vies, jamais vraiment présent nulle part. Vous avez eu le courage de partir. Ma mère ne l'a jamais eu. Elle vit toujours dans cet appartement à Fontainebleau, seule maintenant, amère, pleine de regrets. Moi, j'ai coupé les ponts avec elle. Parce que je ne supporte plus sa façon de toujours se plaindre, de toujours se victimiser. Je me suis construit tout seul, comme vous, et je voulais vous remercier, pas directement, mais de façon indirecte, parce que votre courage m'a montré qu'on peut partir, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut choisir sa vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé la paix. Respectueusement, Lucas. J'ai lu cette lettre plusieurs fois. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais d'émotion. Ce garçon, cet enfant que je n'avais jamais voulu connaître, il avait compris. Il avait vu ce que Renaud était vraiment. Un homme qui n'avait jamais vraiment aimé personne, parce qu'il s'aimait trop lui-même. J'ai répondu à Lucas, une courte lettre, simple, sincère. Cher Lucas, merci pour votre lettre. Elle m'a touché profondément. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'êtes responsable de rien. Vous êtes né. Ce n'est pas un crime. C'est un miracle. Votre père a fait des choix. Nous en payons toutes les conséquences. Mais la vie continue. Je suis heureuse de savoir que vous vous êtes construit, que vous avez trouvé votre chemin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Jeanne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce soir, sur mon balcon, je regarde la mer. Les vagues continuent, inlassables, fidèles. Elles viennent, elles repartent, elles reviennent. Comme la vie, comme les épreuves, comme la guérison. J'ai 71 ans. J'ai perdu 38 ans de ma vie dans un mensonge, mais j'ai gagné 3 ans de vérité. Et ces 3 ans valent plus que toutes ces années perdues, parce que j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais appris autrement. On peut survivre à la trahison. On peut survivre à la douleur. On peut survivre à la perte de tout ce qu'on croyait être notre vie.
Et on peut même faire mieux que survivre. On peut renaître. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule personne qui m'écoute comprend qu'elle mérite mieux, qu'elle peut partir, qu'elle peut recommencer, alors ma douleur n'aura pas été vaine. Nous méritons tous la vérité, le respect, l'amour véritable. Et si nous ne pouvons pas l'obtenir des autres, nous devons nous le donner à nous-mêmes. C'est la plus grande leçon de ma vie, et je la partage avec vous aujourd'hui, dans l'espoir qu'elle vous aide, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous donne la force de choisir, de vous choisir. Le soleil se couche maintenant sur la mer, le ciel est magnifique, rouge, doré, infini, et je souris, parce que demain il se lèvera à nouveau, et moi aussi.